Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce midi. On est bien heureux de vous avoir. Merci pour ce dîner conférence avec Mario Girard, président, directeur général du Port de Québec. On le sait, le projet Laurentia est un sujet, projet polarisé. On entend beaucoup parler. On a fait un sondage aussi au courant des derniers mois qui semblait très favorable au projet. Et il restait quand même un certain pourcentage de gens qui voulaient en apprendre davantage. De là, l'opportunité qu'on a aujourd'hui de pouvoir en apprendre davantage sur le projet. Alors, dans les prochaines minutes, vous allez pouvoir entendre une conférence de M. Girard. Mais pour présenter notre invité, je vais inviter dans quelques minutes M. Luc Fortin, vice-président chez TACT, à venir présenter notre invité. Et je vous reviens à la fin pour une période de questions. Plusieurs d'entre vous nous ont déjà envoyé des questions et vous allez pouvoir, tout au long de la rencontre, pouvoir poser des questions dans le fil d'actualité que nous allons pouvoir répondre à la fin avec M. aussi Hugues Paris, directeur principal de Laurentia, qui va se joindre à nous pour la période de questions. Alors, sans plus tarder, M. Fortin, Luc Fortin, vice-président chez TACT, pour la présentation de notre invité. Merci beaucoup, M. Lavoie. Bonjour tout le monde. Ça me fait grandement plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est virtuellement. Écoutez, je suis très heureux de revoir, de renouer avec certains acteurs de la capitale nationale avec qui j'ai collaboré lors de mes passages comme ministre au gouvernement du Québec, comme ministre délégué aux loisirs et au sport, ministre de la Culture et des Communications et également comme ministre de la Famille. Alors oui, j'aurais préféré vous voir en personne, mais je pense que ça va se faire bientôt. Il y a lieu d'être optimiste avec la vaccination, le déconfinement progressif. Et ça se fera aussi dans la bonne humeur avec l'été qui s'en vient, avec le Canadien qui va éliminer Toronto ce soir. Alors, je pense qu'on aura de belles occasions de célébrer et de se revoir au cours des prochaines semaines. Comme le disait M. Lavoie, je suis maintenant vice-président chez TAC depuis 1 an. En fait, ça va faire 1 an demain que je suis chez TAC, 1 an que j'ai la chance de côtoyer une équipe extraordinaire, des gens qui proviennent de différents horizons, de toutes les régions du Québec. Et on forme aujourd'hui la plus grande agence d'affaires publiques à propriété québécoise. TAC, c'est aussi une entreprise qui est impliquée dans la collectivité, partout au Québec, mais également dans notre capitale nationale. Alors, on est très fiers d'être des partenaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Nous sommes heureux également de pouvoir vous présenter cette conférence ce midi avec Mario Girard, le PDG du Port de Québec, qui va venir vous parler justement des grands projets du port. Mario Girard, il n'y a pas besoin de présentation, vous le connaissez bien. Il est en fonction depuis 10 ans. C'est un homme engagé, un homme qui a une vision pour le port, une vision pour Québec également et qui sait travailler en équipe pour faire atterrir des projets d'envergure. Et Dieu sait que le port, il y en a des projets d'envergure. Comme la plupart d'entre vous, c'est aussi un entrepreneur. Il a contribué à fonder 2 entreprises en TI par le passé qui ont connu un succès à l'international. Il a aussi été PDG de la Fondation de l'entrepreneurship tout juste avant d'entrer en fonction au port de Québec. Très impliqué à Québec, bien évidemment, pour lui, la cohabitation harmonieuse entre le port et la ville, c'est fondamental. Et aussi, c'est quelqu'un, et je tiens à le dire, qui sait s'entourer. C'est souvent comme ça qu'on reconnaît les vrais leaders. Je peux vous dire que l'équipe du port de Québec, c'est une équipe expérimentée, une équipe solide. Et je tiens à saluer un ancien collègue, Frédéric Lagacé, avec qui j'ai travaillé au cabinet du premier ministre il y a 10 ans. Et j'ai été à ce moment-là à même de constater sa rigueur, son intelligence, son sens politique. Alors, je peux vous dire que le port est entre bonnes mains et il y a un bon capitaine également à la barre de cette grande institution de la capitale nationale. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à notre conférencier du jour, le PDG du port de Québec, Mario Girard. Bonne conférence. Merci, Luc, pour ces gentils mots. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. C'est vraiment un privilège pour moi d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Et je remercie vraiment particulièrement la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et son président, Steve Lavoie, de nous permettre de nous accueillir aujourd'hui à la tribune de la Chambre de commerce.
Alors, le port fait partie des plus familières, des plus anciennes organisations commerciales présentes et actives à Québec. Depuis que Québec est Québec, le port lui apporte jour après jour, on peut le dire, la certitude d'un accès à d'innombrables villes et marchés du monde. Nous sommes une nation de commerçants et c'est inscrit dans notre ADN. Que ce soit lors de la traite de fourrure au 18e siècle, du commerce de bois au 19e siècle ou du transbordement du vrac au 20e siècle, les quais du port sont une plaque tournante commerciale qui nous connecte à tous les continents du monde. D'ailleurs, je tiens à mentionner la présence de plusieurs de nos utilisateurs usagers aujourd'hui qui sont à l'écoute et à souligner leur contribution inestimable au succès du port de Québec. Luc parlait de beaucoup de projets. Il y en a des projets, donc des projets qui, par leur vision, des projets ambitieux, et ça, année après année. Je pense notamment à mes amis du Groupe Océan, à QSL, à Béton Provincial, à G3, toutes des entreprises en croissance. Et aussi, il ne faut pas oublier Solio de la Coop fédérée et son projet de plus de 100 millions de terminal d'exportation de grains qui a été inauguré pas plus tard que la semaine dernière. Vous savez, notre port évolue à la fois dans un milieu fort et riche de tradition et de constance, mais également, comme pour chacune de vos entreprises, dans un monde de mouvance irréversible et de tendances globales fortes, importantes à comprendre et à saisir afin de demeurer un port, une organisation pertinente dans une cité moderne. Depuis 10 ans, nous travaillons avec acharnement pour faire entrer le port de Québec, le 5e port en importance au Canada, il faut le rappeler, par la grande porte du 21e siècle, grâce à un projet moderne de calibre international. Ce projet, c'est Laurentia, qui sera à terme le seul terminal de conteneurs en eau profonde au Québec. Aujourd'hui, c'est donc avec fierté et humilité que j'ai l'occasion de vous expliquer comment Laurentia va faire une différence concrète, du moins tenter d'expliquer comment Laurentia va faire une différence concrète pour notre communauté, nos entreprises, vos clients, vos employés et surtout pour vous, gens d'affaires de Québec. Et s'il y a une chose que je souhaite aujourd'hui, c'est que pour ceux qui n'ont lu que les grands titres de journaux dans les derniers mois, vous puissiez avoir appris au moins une chose ou deux, ou même trois peut-être, que vous ne saviez pas à propos de Laurentia. Depuis 10 ans, nous avons investi plus de 25 millions de dollars dans plus de 115 études économiques, techniques et environnementales qui, je vous l'assure, n'ont rien omis, n'ont rien laissé au hasard. Et au moment d'annoncer cet important virage vers la conteneurisation, plusieurs, et on va le dire entre nous ici à Québec, surtout un peu de l'autre côté, la 20, se sont montrés sceptiques puis critiques d'un projet si audacieux et ambitieux pour Québec. Pourtant, le 31 mai 2019, 2 poids lourds de l'industrie logistique maritime et ferroviaire mondiale nous ont rejoints pour réaliser Laurentia. Hutchison Port et le CN se sont alors publiquement engagés à investir 505 millions d'argent privé pour la construction du terminal de conteneurs. C'est de loin le plus important investissement privé à Québec. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Hutchison Port, je pourrais vous faire une petite image et vous dire que si le commerce maritime et le transport de conteneurs étaient une discipline olympique, cette multinationale basée à Hong Kong se retrouverait sur le podium certainement à toutes les 4 années. Vraisemblablement, tout le travail et les études qu'on a accomplies en amont ont été sans l'ombre d'un doute sérieuses et convaincantes. Personne ne s'engage à investir 500 millions dans un grand projet si la preuve du modèle d'affaires n'y est pas. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets un pas de recul pour donner un peu de contexte à mon allocution. Les projets, les petits comme les grands, doivent pouvoir exister encore et se réaliser à Québec. Notre région n'est pas arrivée au bout de son développement ou de sa prospérité. Notre capitale doit encore se développer et se diversifier pour le bénéfice de tous nos concitoyens, qu'ils soient entrepreneurs, retraités, étudiants ou travailleurs. Les grandes villes portuaires de la planète, je pense par exemple à Rotterdam, Barcelone, New York, misent depuis toujours et avec beaucoup de succès, il faut le reconnaître, sur leur port pour contribuer à leur croissance et leur vitalité collective. Québec ne doit pas rester en reste. Québec peut, la communauté d'affaires doit amener sa ville portuaire dans le 21e siècle. Chers gens d'affaires, si nous voulons assurer la prospérité de notre communauté et demeurer pertinents dans un monde de plus en plus compétitif, la clé du succès est l'audace et la vision. Laurentia,
c'est le rendez-vous de notre ville portuaire avec la modernité. Permettez-moi maintenant de vous présenter les 4 assises sur lesquelles repose Laurentia. Vous comprendrez alors pourquoi nous devons réaliser collectivement ce projet de terminal de conteneurs en eau profonde au profit de notre communauté, du Québec et du pays. Premièrement, Laurentia est un projet d'infrastructure stratégique dont les bénéfices excèdent largement les retombées directes de la construction et l'exploitation d'un terminal de conteneurs. Deuxièmement, l'écosystème de Laurentia sera un vecteur d'innovation pour notre économie du savoir et un tremplin sans précédent pour nos exportateurs de l'Est et du centre du Québec. Troisièmement, l'impact socio-économique significatif de Laurentia explique l'appui qui est discret mais fort de la majorité silencieuse au projet. Quatrièmement, Laurentia est la démonstration inéluctable qu'il est possible de développer l'économie tout en protégeant l'environnement. D'abord, cette première assise, le caractère stratégique d'un terminal de conteneurs en eau profonde pour le Québec. En fait, pourquoi un terminal de conteneurs à Québec? Il s'agit d'une question tout à fait légitime. Peut-être ne le savez-vous pas, mais le commerce maritime compte pour 85 du volume des échanges de biens à l'échelle mondiale. Depuis l'invention quand même récente du conteneur en 1956, le transport maritime international a grandement évolué. Et dans l'est du pays, seul le port d'Halifax et au Québec celui de Montréal exploitent des terminaux de conteneurs importants à l'heure actuelle. Or, en raison de la mondialisation, le commerce international a triplé entre 2000 et 2018 et le nombre de conteneurs dans le monde a pratiquement suivi la même courbe. Dans les dernières années, les porte-conteneurs sont devenus de plus en plus gros, pour des raisons bien sûr évidentes d'économie d'échelle. À titre d'exemple, il y a 30 ans, le plus gros porte-conteneur du monde transportait 4 700 conteneurs. Maintenant, les plus gros en transportent 24 000. Autrement dit, les navires sont 5 fois plus gros. Et à l'heure où on se parle, il y a 12 de ces navires de 24 000 conteneurs qui sont en construction ou déjà en opération. La tendance est inarrêtable et irréversible. Pour laisser passer ces immenses navires, le canal de Panama a été considérablement agrandi en 2016 pour atteindre la profondeur de 15 mètres. Vous allez voir tout à l'heure le chiffre magique. Le canal de Suez, lui, a été agrandi en 2015, et pas plus tard que le 11 mai dernier, le président de l'Autorité du canal de Suez a annoncé qu'il serait de nouveau agrandi. Or, le Saint-Laurent, notre fleuve, est toujours de la même grosseur et surtout toujours de la même profondeur. Heureusement, la région de Québec a des atouts exceptionnels. En 1608, Samuel de Champlain a choisi de s'y installer en raison de sa géographie avantageuse et de sa topographie unique. Plus de 400 ans plus tard, c'est la profondeur d'eau de plus de 15 mètres naturelle à marée basse qu'offre le fleuve Saint-Laurent jusqu'à l'estuaire de la rivière Saint-Charles qui lui permet à nouveau de se distinguer. Et parlant de profondeur, vous serez certainement intéressé d'apprendre que le port de New York a investi dans les dernières années plus de 2 milliards de dollars pour draguer son port à 15 mètres dans l'unique objectif d'accueillir les méga porte-conteneurs. Pas plus tard que le 22 mai dernier, il y a 9 jours, le port de New York a sans surprise reçu le plus gros porte-conteneur de son histoire, le Marco Polo, qui contenait plus de 16 000 conteneurs. Entre 2017 et 2020, le nombre de conteneurs transbordés au port de New York sur des gros bateaux est passé de 0 à 35 % et ça va continuer de croître. Certes, il serait techniquement possible de draguer le fleuve Saint-Laurent de Québec à Montréal pour pallier au fait que la profondeur d'eau de 15 mètres prend naturellement fin à Québec. D'ici là, Laurentia offre de Québec le port en eau profonde le plus à l'intérieur du continent nord-américain, ce qui offrira à Laurentia un accès inégalé au Midwest américain et aux villes de Détroit, Chicago et Cleveland, pour n'en nommer que quelques-unes. Je reviendrai un peu plus tard pour vous expliquer pourquoi cet accès est important pour vous. D'autres nous demandent pourquoi on n'envoie pas nos conteneurs au port de New York s'ils ont déjà fait le job. On les fera livrer par train ou par camion après, dans le fond. Alors, la réponse à ça, c'est qu'au-delà de l'avantage évident pour notre communauté d'avoir les retombées économiques et les jobs qui viennent avec ces activités ici à Québec plutôt qu'à New York, si les 15 derniers mois nous ont appris quelque chose, c'est l'importance de notre souveraineté dans les chaînes d'approvisionnement.
fermeture des frontières, livraison de masques, de respirateurs, de vaccins. Je vous laisse choisir l'exemple de votre choix. Les derniers mois nous ont également démontré que les chaînes d'approvisionnement sont vulnérables, que ce soit au blocus ferroviaire, comme on a vu, aux pannes de brise-glace, aux changements climatiques, aux arrêts de travail et même aux manœuvres maladroites d'un capitaine distrait dans le canal de Suez qui a fait les manchettes récemment. Tout le monde sait de quoi je parle. Alors, en tant que gens d'affaires et chef d'entreprise, vous le savez aussi bien que moi, les conséquences économiques de ces incidents sont incalculables, voire brutales. Vous n'avez qu'à penser au propane pour les agriculteurs, aux matériaux de construction pour nos grands chantiers, à la fermeture catastrophique d'une aluminerie et aux mises à pied que cela entraînerait. Dans ce contexte, la construction d'un deuxième et seul terminal de conteneurs en eau profonde au Québec prend tout son sens, vous en conviendrez avec moi. Malgré ce que je viens de vous expliquer, je tiens à souligner de nouveau que le projet Laurentia n'est pas en compétition avec le Port de Montréal, ni son projet de terminal à Contrecœur. Ce sont des projets complémentaires qui servent des marchés différents. Ce projet de Contrecœur est un bon projet pour le Québec et le Canada. Maintenant, passons à la seconde assise, l'innovation et l'exportation au profit de nos PME. Maintenant, je m'adresse aux importateurs et aux exportateurs qui écoutent, et aussi, là, bien sûr, ceux qui offrent des services, les avocats, les comptables, les fournisseurs, les clients. Vous vous demandez, Mario, comment Québec va compétitionner avec New York et qu'est-ce que ça va changer à ma business? D'abord, à Québec, je le rappelle, le 15 mètres de profondeur d'eau nous est offert naturellement. Il est naturellement 15 mètres à marée basse. De plus, Laurentia offrira un trajet en mer. Et celle-là n'est pas évidente là, parce que ce n'est pas spontané qu'on pense à ça. Donc, Laurentia va offrir un trajet en mer plus rapide de 13 heures entre l'Europe et Québec que si on passe par New York. C'est significatif en termes de délai d'économie sonnante et trébuchante, et même, il ne faut pas l'oublier, de réduction des gaz à effet de serre. J'y reviendrai. Laurentia va permettre aussi un trajet par rail plus rapide, de 27 heures entre Détroit et Chicago, par exemple, versus New York vers Détroit. Donc, au total, sauver près de 2 jours dans le transit d'un conteneur change complètement la donne. Laurentia sera donc ultra compétitif. Et grâce à Laurentia, sa route plus rapide, plus économique, d'ici 2035, nous aurons repris au moins 500 000 conteneurs provenant de la côte est américaine. Pour nos importateurs et exportateurs de l'Est du Québec, Laurentia sera beaucoup plus proche et efficace que les terminaux qu'ils utilisent actuellement. Ajoutez à cela les économies d'échelle offertes par un navire beaucoup plus gros, coût moyen par conteneur beaucoup plus bas. Encore une fois, ce sera plus rapide, moins cher, et vous serez plus compétitif. On parle d'une économie allant jusqu'à 800 $ par conteneur et de 373 $ en moyenne, selon des études indépendantes que nous avons réalisées. Autrement dit, il s'agit d'une réduction des frais de transport de l'ordre de 20, voire même de 30 % par rapport à la situation actuelle. Je vous laisse faire vos chiffres et je vous laisse rêver. On parle de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités d'affaires, de la mise en valeur de nos produits du Québec, les produits du bois, les fruits de mer, sirop d'érable. En fait, c'est un game changer, comme on dit dans la langue de Shakespeare. C'est une telle différence que ça peut faire la différence entre un deal et un no deal. Laurentia va vous permettre d'atteindre l'Europe plus facilement et d'y faire des bonnes affaires. L'Europe, on le sait, c'est un marché de plus en plus intéressant grâce à l'accord économique conclu en 2016 entre le Canada et l'Union européenne. Le terminal permettra également de tirer profit du déplacement de la production manufacturière de la Chine vers les pays de l'Asie du Sud. Une autre tendance lourde qui est dans le commerce international qui ne va pas changer. Dans un contexte en plus où, avec nos voisins, le protectionnisme américain est promu tant par les démocrates que par les républicains, la diversification des marchés si salvatrice pour nos exportateurs de l'Est et du centre du Québec sera grandement facilitée. Hubert Bolduc, PDG d'Investissement Québec International, nous rappelait la semaine passée que 22 % de nos exportations québécoises se font actuellement par transport maritime et que dans les 5 dernières années, ce transit a connu une croissance annuelle de 7 % plus que tout autre mode de transport. Et le Québec, en passant, a des objectifs extrêmement ambitieux d'exportation dans le domaine de l'exportation. Autrement dit, le projet Laurentia jouit d'une localisation géographique si exceptionnelle
qu'il sera l'alternative la plus directe, la plus rapide, la plus durable et la plus économique pour desservir une large partie du marché québécois, de l'est du pays et de l'intérieur du Midwest nord-américain. Je vous le rappelle, ce dernier n'ayant pas d'accès maritime direct. Pour rapidement faire image, je pourrais vous dire que ce sont les exportations des bleuets du lac Saint-Jean, du sirop d'érable du Témiscouata ou de la Beauce, du crabe de la Gaspésie qui seront encore plus compétitives, ou encore les Simons, les ameublements Tanguay ou les Laura Secor de chez nous, avec des importations qui seront moins coûteuses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle plus d'une centaine d'entreprises nous ont approchés en quelques mois pour nous dire à quel point Laurentia va faire une différence dans leur modèle d'affaires. Chaque grande région du monde a son aéroport international, ses grands réseaux autoroutiers et ferroviaires, et un port en eau profonde comme celui que nous avons à Québec, si elle est chanceuse. Le terminal Laurentia fera également partie d'un nouveau pôle d'innovation logistique et offrira un incubateur-accélérateur d'entreprises dans les technologies intermodales et les technologies propres destinées au monde maritime. Après Rotterdam, Singapour, Anvers et Auckland en Nouvelle-Zélande, Québec, grâce à Laurentia, sera la 5e antenne mondiale du réseau Port Excel, le plus grand accélérateur d'innovation au monde dans le domaine maritime. L'écosystème Port Excel comprend des start-up, des scale-up, des investisseurs et des partenaires financiers, ainsi que des leaders mondiaux du marché. Et ce qu'il apporte à nos entreprises innovantes du Québec, c'est notamment des clients de partout sur la planète, mais des clients qui sont prêts à acheter. Laurentia va permettre ainsi des synergies avec des entreprises à haute valeur ajoutée et les institutions de recherche au sein de la zone d'innovation qu'on connaît bien ici à Québec, du Littoral Est, qui est prévue par le gouvernement du Québec et endossée par la Ville de Québec. Port Excel Québec deviendra donc un catalyseur de l'esprit d'entreprise et du savoir-faire de nos communautés commerciales et scientifiques régionales. Quand le port de Québec se développe, la Ville de Québec et la Ville de Lévis se développent aussi. Quand le port de Québec gagne en vitalité et en modernité, Québec et Lévis gagnent elles aussi en vitalité et modernité. Laurentia va permettre de compétitionner à l'étranger et de ramener les capitaux étrangers ici pour croître et prospérer. Je me permets une petite gorgée d'eau. Oups. Troisième assise. L'impact socio-économique du projet et l'appui de la majorité silencieuse. L'impact positif de Laurentia va bien au-delà de ses avantages pour les entreprises et les gens d'affaires. Les économistes en conviendront tous, les investissements dans les projets d'infrastructures stratégiques et modernes augmentent la productivité de notre économie et de notre richesse collective. C'est exactement ce qu'Alain Dubuc, l'ex-patron du Journal Le Soleil à Québec, a travaillé à la presse aussi, a conclu dans son analyse économique de l'impact de Laurentia sur l'économie québécoise. C'est exactement ce qu'offre Laurentia. Ceci dit, sauf peut-être pour certains économistes, puis encore, les théories économiques ne sont pas au centre des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens, de nos voisins, de nos amis, des membres de notre famille. Par contre, ce qui est au cœur des préoccupations des gens, c'est que le coût de la vie demeure ou devienne abordable. C'est d'avoir une bonne job stimulante et payante. Or, c'est aussi ça que nous offre Laurentia. Une chaîne d'approvisionnement plus efficace permet non seulement à nos entreprises d'ici d'être plus compétitives, mais cela permet également d'avoir accès aux produits dont la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre ont besoin pour nourrir, meubler, habiller et prendre soin de leur famille et des personnes qui leur sont chères à un coût abordable et compétitif. Un terminal de conteneurs ultramoderne, des entreprises œuvrant dans les nouvelles technologies industrielles maritimes, ce sont de bons emplois payants pour nos jeunes et moins jeunes, exactement ceux que recherche le gouvernement du Québec. Pendant les 4 années de la phase de construction, le projet de Laurentia, c'est 1750 nouveaux emplois. Et c'est aussi, en passant, toujours selon une analyse conservatrice de KPMG, des retombées de plus de 284 millions dans la région de la capitale nationale et près de 600 millions pour le Québec. Pour la phase d'exploitation, on parle de retombées sur une période de 50 ans de plus de 4 milliards de dollars pour la région de la capitale nationale uniquement. Ces statistiques, en fait, ce n'est pas juste des chiffres. Ce sont des pères, des mères de famille qui gagnent bien leur vie, qui prennent soin de leur famille.
Ce sont des petites et moyennes entreprises qui font de bonnes affaires. C'est le jeune couple qui sort de l'Université Laval ou de la Polytechnique, en fait l'exemple si cher au maire Labaume, qui lance et développe son entreprise qui va changer le monde du transport maritime, mais ici, à Québec, grâce à Laurentia. Insérer un nouveau grand projet à proximité d'un milieu habité, on le sait, ça récolte jamais l'unanimité. C'est une vérité de départ avec laquelle tout promoteur doit accepter de franchir chacune des étapes, le menant de la conception à l'opération. Une fois en opération, beaucoup de citoyens réalisent que le projet prend bien sa place, contribue à un nouveau dynamisme et crée de la valeur qui n'aurait jamais été créée autrement. Moi, je pense que c'est comme ça qu'une ville évolue, puis que je pense aussi qu'une ville, ça doit évoluer et ça doit attirer des investissements. On mesure l'appui de la population face à Laurentia de façon régulière et scientifique depuis l'annonce de l'arrivée en mai 2019 de nos partenaires, le CN et Hutchison. On veut précisément connaître l'opinion de tous et non seulement de ceux qui ont un agenda exclusivement dédié à s'opposer dogmatiquement au projet. Sondage après sondage. On oscille constamment entre 62 et 75 % d'appui en faveur du projet auprès de tous les gens de la région de Québec qui ont une opinion sur le projet. Il faut rendre au projet ce qui est perçu du projet. Et ce niveau d'appui silencieux, tranquille et constant, c'est du solide. Et pour vous donner une référence à un autre grand projet aujourd'hui accepté, les appuis en faveur du tramway ont varié de 59 à 56 % durant la même période 2019-2021. Comme grande communauté d'affaires, nous devons tous et chacun bien faire la part entre les revendications militantes et l'acceptabilité sociale. Nous avons rencontré, entendu, écouté des centaines de personnes au cours des derniers mois et sur la base de ces échanges, nous avons encore fait évoluer notre projet et nous allons continuer de le faire évoluer. La science, les faits, la prépondérance des opportunités saines et durables doivent guider le développement de notre ville et non la désinformation. Qui oserait imaginer aujourd'hui des villes comme Rotterdam, Barcelone ou Gênes sans leur port? Qui penserait qu'elles n'ont pas relevé le défi de la cohésion entre leur vocation industrielo-portuaire et récréo-touristique? Et parlant d'appui, puisque c'est tout récent, je tiens à souligner l'appui sans équivoque que nous avons reçu de la Fédération des chambres de commerce du Québec la semaine dernière, une organisation qui, je vous le rappelle, représente un réseau de 130 chambres de commerce et plus de 50 000 entreprises qui exercent leurs activités dans tous les secteurs de l'économie sur l'ensemble du territoire québécois. J'en profite également pour saluer aussi nos amis de la Nation Huron-Wendat qui nous écoutent aujourd'hui. Votre précieuse collaboration et votre appui indéfectible sont importants pour notre communauté portuaire. Merci. À la fin de la journée, une administration portuaire, c'est une institution publique qui, par l'intermédiaire de ses usagers, doit servir la population le plus grand nombre possible. Laurentia nous permet, j'en ai la conviction profonde, de remplir notre mission. Finalement, la quatrième assise, la perspective de développement durable dans laquelle s'inscrit Laurentia. Je dirais que je suis pas mal convaincu de vous avoir gardé le meilleur pour la fin. Laurentia, c'est sans l'ombre d'un doute un projet vert, un projet moderne, qui s'inscrit dans une perspective de développement durable. Laurentia permet d'attaquer de front le défi de notre génération, les changements climatiques et la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Mais avant d'arriver là, un mot sur la technologie de ce terminal qui apporte plusieurs avantages incomparables sur plusieurs plans. D'abord, les meilleurs équipements de manutention sont aujourd'hui électriques et hybrides. Et Laurentia aura la toute dernière gamme, ce qui permettra d'utiliser en grande partie notre hydroélectricité, source d'énergie verte qui fait notre fierté collective. De plus, le port et ses partenaires favoriseront le branchement électrique des navires acquis, ce qui viendra enrayer davantage les émissions atmosphériques et les GES. Par ailleurs, le port travaille avec ses partenaires et d'autres joueurs de l'industrie pour offrir des options électriques et hybrides pour le transport terrestre, ce qui inclut même l'installation d'un premier service de train entièrement électrique au Canada qui serait fait ici même à Québec. Une annonce importante est en préparation à ce sujet et on va vous tenir informé de ça. Toute proportion gardée.
Il faut savoir que la technologie permet d'avoir une superficie du terminal 2 fois plus petite que des terminaux moins modernes que l'on retrouve en Amérique du Nord, ce qui permet bien sûr de limiter grandement l'emprise aquatique du projet. Il faut aussi savoir que le programme actuel du port compte compenser chaque mètre carré d'empiètement par presque 1,5 fois de nouveaux habitats aquatiques, principalement dans le fleuve, à proximité du projet. La technologie va permettre aussi de diminuer le niveau de bruit et la luminosité du terminal, des avantages indéniables et essentiels en milieu urbain. Finalement, le Port de Québec s'est engagé à ce que la construction du terminal et son exploitation soient carboneutres. Par ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont l'occasion, il y en a plusieurs, d'admirer le fleuve et d'y observer le passage d'un porte-conteneur naviguant vers l'ouest, vous comprenez maintenant qu'il transporte fort probablement des conteneurs à destination de Québec ou du centre ou de l'est du Québec qui passent devant Québec, qui sont débarqués à Montréal, sont transbordés sur des camions pour reprendre la route en sens inverse pour revenir à Québec ou dans l'est du Québec. Si ces conteneurs étaient débarqués directement à Québec, non seulement il s'agirait d'une économie de temps et d'argent substantielle, mais il s'agit surtout d'une économie de carburant et d'une réduction des gaz à effet de serre significative. C'est un exemple simple, mais je pense que c'est assez facile à comprendre, vous en conviendrez. Maintenant, multipliez tout ça par des milliers de conteneurs. Ajoutez-y l'économie de carburant du porte-conteneur qui fait un trajet plus court sur l'océan, de la diminution du nombre de bateaux parce qu'ils sont plus gros, et du train, je vous l'ai raconté un peu plus tôt, qui fait aussi un trajet plus court sur le continent. Les résultats sont impressionnants. On parle d'une réduction de 18,5 % de l'émission des GES pour le même volume de marchandises transportées actuellement. On parle de 84 000 tonnes, soit à peu près l'équivalent de 84 000 voyages aller-retour en avion de Québec à Paris qui sont évités. 84 000 voyages Québec-Paris évités. C'est gros, c'est gigantesque. Et c'est vert, c'est très vert. Pensez-vous toujours débarquer votre conteneur à New York pour ceux qui ont eu cette idée-là au début de ma présentation? Autrement dit, une chaîne d'approvisionnement efficace et compétitive est une chaîne d'approvisionnement verte, très verte. Seulement au Québec, il est estimé que Laurentia va permettre de réduire le nombre de kilomètres parcourus par les camions sur les routes du Québec de près de 7,4 millions de kilomètres. 7,4 millions de kilomètres à chaque année, ce qui équivaut à une réduction des gaz à effet de serre d'environ 35 000 tonnes au Québec seulement. On l'affirme avec conviction depuis le début, car nous le croyons fermement. Depuis 10 ans, on a étudié ce projet des milliers d'heures. Nous l'avons retourné sur toutes ses coutures. Le projet a grandement évolué depuis sa première mouture et Laurentia est véritablement un bon projet doté de caractéristiques environnementales uniques, inédites et exemplaires parmi tous les terminaux de compteurs en activité en Amérique du Nord, voire même du monde. Il faut également être lucide. Nous nous sommes volontairement engagés dans un processus environnemental long et rigoureux. Nous avons encore des défis à relever et du travail à faire. Il faut composer avec un cadre législatif complexe qui encadre le rétablissement du bar rayé, qui ne tient pas compte de la santé de la population de ce poisson en temps réel. Les pêcheurs de saumon qui nous écoutent savent de quoi je parle. On travaille fort actuellement avec le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec pour trouver des solutions. On est confiant. Il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Sur la question de la qualité de l'air maintenant, on comprend aussi que notre projet, même s'il est vert, carboneutre, s'inscrit dans un milieu où il y a des enjeux. Heureusement, des solutions existent et nous avons tendu la main à nos partenaires pour les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Un titre d'exemple, la réglementation des poêles à bois est un grand pas dans la bonne direction. J'étais très heureux d'entendre cette nouvelle-là il y a quelques semaines. Donc, rejeter un projet vert et moderne parce qu'il s'inscrit dans un milieu où il y a déjà des industries plus traditionnelles à plus lourdes émissions, ce n'est pas du développement durable. Je pense que c'est un peu le contraire. Donc, Laurentia incarne une nouvelle approche dans la conception d'un nouveau grand projet industriel. Et quiconque prend le temps de s'informer, de poser les bonnes questions sans se laisser distraire par le bruit ambiant, le réalise. Au Port de Québec, on a la conviction profonde qu'il est possible de développer l'économie tout en protégeant l'environnement. Et Laurentia en est un exemple éloquent. Avant de conclure, j'achève, et au risque de me répéter, le projet Laurentia repose sur des fondations solides
et il s'inscrit dans des tendances commerciales mondiales lourdes et inéluctables. L'importance stratégique de cette infrastructure portuaire de calibre international, le catalyseur d'innovation et le tremplin pour les exportations qu'il représentera pour tout l'Est et le centre du Québec, l'impact socio-économique du projet et la perspective de développement durable dans laquelle il s'inscrit expliquent certainement l'appui qu'il reçoit de la majorité silencieuse et justifie sa réalisation pour le bénéfice de notre communauté. En conclusion et sur une note plus personnelle, je connais bien la force et la valeur de la communauté d'affaires de Québec lorsqu'elle se serre les coudes et prend publiquement position sur ce qui mène sainement à notre enrichissement collectif. Nous avons tous ensemble un rendez-vous avec l'histoire concernant l'arrivée d'une nouvelle ère maritime durable et vitale pour Québec. Serrons-nous les coudes. Affirmons notre droit au développement bien réfléchi et notre ambition de réussir et donnons-nous tous un coup de main bien visible et senti pour que le port de Québec, notre port à tous, grâce à Laurentia, entre dans la modernité par la grande porte et pour notre bénéfice à tous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Girard. Merci, M. Parry, de vous joindre à nous pour la discussion. Très éclairante comme présentation, très appréciée, je crois, par nos membres. Des questions, vous vous en doutiez qu'on avait des questions pour vous. Des questions nous sont venues de nos membres en sachant la présentation d'aujourd'hui. J'en ai plusieurs que j'ai notées, que j'aimerais pouvoir vous poser, entendre vos réponses. Mais aussi, je rappelle aux gens qui écoutent la conférence avec nous aujourd'hui, vous pouvez poser des questions sur le fil d'actualité. On vous invite à le faire. Et par expérience, le temps passe vite souvent dans ce type de rencontre-là. J'ai demandé aux gens du port avant, la direction, de dire s'il y a des questions qu'on n'a pas le temps de répondre, est-ce que vous engagez à les répondre pour les rendre disponibles via la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, ce qu'ils ont accepté généreusement. Alors, gênez-vous pas pour vos questions. Il n'y en a aucune qui vont rester non répondues. Alors, première question, puis je vous les pose à tous les deux, puis voyez qui peut m'en répondre. On dit que le projet a beaucoup évolué depuis sa première annonce. Avez-vous des exemples concrets entre la première annonce puis aujourd'hui? Oui, j'ai pas mal de bons exemples concrets à vous donner. En fait, le projet a beaucoup évolué depuis 2015 et on en est très fiers. Et merci à tous ceux qu'on rencontre régulièrement, qu'on consulte régulièrement. Il y a beaucoup de ces idées-là qui viennent directement des citoyens. En fait, 3 exemples rapidement, et Hugues pourra compléter. Certainement, j'en ai parlé, moins d'emprise dans l'eau. L'électrification est un élément extrêmement important. Et j'ajouterais à ça aussi toute la transformation de la baie de Beauport qu'on aime beaucoup à Québec. Là. On a annoncé 7 millions d'argent d'investissement pour améliorer les infrastructures là-bas. Et ça a été fait en collaboration avec les utilisateurs de la baie de Beauport. C'est un bel, on appelle ça le FUB, là, Forum des utilisateurs de la baie de Beauport, un beau projet. Une belle collaboration depuis 2015 qui nous a amené à modifier ça. Mais je demanderais peut-être à Hugues de compléter un peu sur les améliorations. Oui, je vais peut-être juste utiliser, merci de la question, juste utiliser l'impact de Laurentia sur la carboneutralité. En fait, ce qu'on est allé chercher, c'est le 84 000 tonnes de gaz à effet de serre que Mario a mentionné durant la conférence, qui est très intéressant. Donc, l'impact global sur la chaîne d'approvisionnement est très important en termes d'impact environnemental. Ce qu'on a voulu faire, c'est un des éléments que j'ai travaillé beaucoup avec l'équipe environnementale aussi, c'est de travailler vraiment sur l'aspect limiter les impacts au maximum au niveau local. On sait, on a parlé, la qualité de l'air est un enjeu du côté de la cité Limoilou, de l'arrondissement de la cité Limoilou. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est diminuer au maximum les impacts du projet sur la qualité de l'air. C'est pour ça que la carboneutralité, ça s'incarne de plusieurs façons. D'abord, du côté de la construction. On va avoir des clauses qui vont s'appliquer auprès de nos consortiums, donc des clauses administratives, des exigences très sévères qui vont faire qu'on va aller chercher la meilleure technologie, par exemple au niveau des camions qui vont transporter les matériaux. On va utiliser aussi beaucoup le train pour être capable d'amener ces matériaux-là d'une façon plus efficace, d'une façon plus durable. Et en exploitation, ce qui est très, très important, c'est qu'on va travailler vraiment à limiter ces impacts-là au maximum. Ce que ça veut dire que la carboneutralité en exploitation, je me fais souvent poser la question, ça veut dire que le port, globalement, s'engage à diminuer ses autres émissions
pour ne pas que le projet Laurentia devienne un fardeau supplémentaire sur la communauté. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Fait qu'on ramasse les économies globales qu'on a parlé tantôt, puis en plus, on va aller chercher aussi, effectivement, un impact local le plus minimum possible. Merci. Vous avez mentionné la baie de Beauport. On le sait, la baie de Beauport, c'est des familles, des gens qui vont pour le loisir. Vous allez être voisins. Comment vous voyez cette cohabitation-là, si on veut, avec les gens qui vont être là pour, si on veut, le loisir, les familles? C'est une bonne question et c'est une situation... En fait, la meilleure réponse, Steve, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure un peu. On a créé depuis 2015 un groupe de travail qui s'appelle le Forum des utilisateurs de la baie de Beauport. Okay? Ça, ce forum-là, c'est l'ensemble des utilisateurs de tous les différents types d'utilisation qui sont là-bas à la baie de Beauport. Donc, on a changé, on a même amélioré. En fait, il y a même des choses qui vont être grandement améliorées après plutôt qu'avant. Okay, là, je ne parle pas nécessairement du parc urbain, qui est une autre chose qu'on a annoncée. Mais par exemple, il va y avoir une vigie qui n'existait pas. Plus d'accès pour les voiliers qui viennent à la baie de Beauport, donc parce qu'on a construit quelque chose comme ça. Donc, ce travail-là a été fait en collaboration avec le Forum des utilisateurs de la baie de Beauport, qui fait en sorte qu'on a réfléchi l'ensemble de tout ce qui pouvait être considéré dans une cohabitation comme ça entre la baie de Beauport, les gens de la baie de Beauport et le terminal de conteneurs. Merci. On va revenir sur la présentation. On a parlé d'investisseurs privés. J'ai une question qui nous est venue, puis certains se la posent au niveau de l'investissement d'Hutchison. Et je vais prendre le temps de bien la lire là, pour bien saisir la question. Plusieurs personnes refusent ou ont un peu de misère avec le projet à cause de la compagnie Hutchison, qui a son siège social en Chine. On le sait, il y a des moments de tension qu'on connaît entre les deux pays. Qui pourrait peut-être y avoir des conséquences. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Y a-t-il des solutions de rechange? Y arriverait quoi si un conflit éclatait? C'est c'est le type de questions qu'on a reçues à la Chambre. C'est une bonne question. Écoutez, puis là, en fait, quand on dit qu'Hutchison, siège social en Chine, je fais une petite nuance, Steve, OK? Siège social est à Hong Kong, OK? Et Hong Kong, c'est un endroit où il y a énormément de grands sièges sociaux, de grandes entreprises. Alors, Hutchison en est une. Juste vous rappeler un peu, là, qu'Hutchison fait 75 milliards de revenus. Un très faible pourcentage de son chiffre d'affaires est sur le continent chinois, sur la terre chinoise continentale. Hutchison, ils sont partout. Ils sont déjà au Canada, en fait. Peu de gens savent qu'Hutchison ont déjà 6 000 employés au Canada. C'est eux qui ont Husky dans l'Ouest, Reliance Comfort à Toronto. C'est eux qui ont Adrien Gagnon au Québec, les Park and Fly dans les aéroports. Donc, ce sont une entreprise internationale qui est déjà établie partout ailleurs sur la planète. Ils viennent de signer un nouveau terminal de conteneurs en Suède, un terminal à Rotterdam. Donc, ce sont davantage des entreprises internationales qu'une entreprise chinoise. J'ai envie de vous dire, évidemment, je vais y aller avec d'une façon un petit peu délicate, là, mais eux aussi, ces entreprises-là, il y a 400 000 Canadiens en passant qui vivent à Hong Kong, hein, ont cet enjeu-là à gérer du gouvernement chinois là, qui a comme un peu été plus rapidement dans sa tentative un peu d'annexer Hong Kong plus rapidement que prévu. Eux aussi sont en train de réfléchir à toutes ces conséquences-là. Puis je peux vous dire, donner des exemples. Je ne le ferai pas juste pour Hutchison, mais toutes les grandes entreprises qui sont là-bas, les grands sièges sociaux, sont déjà toutes préparées. C'est des entreprises qui vont rester globales et planétaires, font des investissements ailleurs sur la planète pour ne pas être pris dans un éventuel contexte où le gouvernement chinois continuera à serrer un peu davantage son étau autour de Hong Kong. Donc, la réponse, en grand, c'est une grande entreprise internationale comme plusieurs qui est déjà bien établie au Canada. Et je pense que vous saviez probablement même pas qu'en achetant du Adrien Gagnon, on achetait du Hutchison. Non, effectivement, je ne savais pas que j'achetais du Hutchison, mais c'est très intéressant comme précision. Merci. Contrecœur. Contrecœur, on le sait, à Montréal, certains même opposent les projets. Quelle va être la place de Laurentia dans cette ce nouveau portrait-là qui peut arriver au cours des prochaines années en ayant comme un troisième joueur avec Contrecœur et Laurentia? Quelle est la place de Laurentia là-dedans? En fait, Contrecœur et Laurentia, ce sont deux projets complémentaires. Il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Montréal est un port un peu différent de celui de Québec, bien sûr. Montréal, ce qui le caractérise, c'est un immense hinterland. Okay? Tout autour de Montréal, la grande population, celle du sud de l'Ontario, une partie du Midwest aussi, Toronto. Ça lui donne un immense marché. Ça sera toujours mieux
pour les conteneurs qui vont à Montréal, d'arriver en bateau à Montréal et de descendre à Montréal pour faire ensuite le trajet soit un petit bout par train, soit par camion. Ce serait un non-sens de prendre un terminal à Québec, de le descendre à Québec, de faire l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, puis de lui faire 250 km de plus pour se rendre à Montréal. Donc, essentiellement, le cœur de tout le développement, qui est très organique aussi du port de Montréal, va toujours aller en fonction directement de cette croissance-là. Le port de Montréal, c'est un port solide, qui va rester un port qui va continuer à croître. Le projet Laurentia, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, lui s'en va du côté du... On a une chance qu'on a le Midwest pour pouvoir avoir un port de Québec, un terminal de conteneurs à Québec, qui ainsi rejaillit, donne des bénéfices à nos exportateurs de l'Est et du centre du Québec. S'il n'y avait pas le Midwest, on ne construirait pas de terminal de conteneurs à Québec, il n'y aurait pas assez de volume. On est chanceux, on fait la connexion, et le marché du Midwest est un marché que Montréal dessert de moins en moins, année après année. Je vais donner un exemple rapide. En 2000, de mémoire, il y avait près de, je pense, 50 des conteneurs du port de Montréal. Je ne vais pas me tromper dans mes années, dans mes chiffres, là. Mais de mémoire, je pense qu'en 2000, il y avait près de 50 des conteneurs qui allaient ou qui arrivaient du Midwest au port de Montréal. 10 ans après, c'était rendu à 30 et aujourd'hui, on parle de 13 Donc, c'est un marché que dessert de moins en moins le port de Montréal et qui donne la possibilité au port de Québec de se développer. Et merci. À la suite du rapport de l'Agence dévoilé en novembre dernier et des 3 avis rendus publics en avril, quelles sont les prochaines étapes du projet dans un premier temps? Et dans un deuxième temps, autrement dit, si le rapport final est défavorable, est-ce que c'est la fin du projet? Non, en fait, c'est un processus avec l'agence. Hein. C'est un processus. Puis je vais demander même à eux qui travaillent tous les jours avec l'agence de compléter parce que c'est son pain quotidien. Mais l'agence, c'est un processus. Il n'y a rien d'inhabituel à ce qui se passe à Québec. Là. Il y a les 4 ou 5 grands derniers projets d'infrastructure avaient des impacts significatifs. Ça a été renvoyé au ministre de l'Environnement fédéral qui, par la suite, a des options. Il peut prendre la décision, peut aussi référer au gouverneur en conseil, ce qui est probablement une option dans le cas qui nous concerne à cause de la situation du bar rayé. Donc, on va renvoyer ça au niveau des... Puis quand on dit gouverneur en conseil, là, c'est un ensemble de ministres qui vont prendre la décision. Et c'est sûr que des projets d'infrastructure sans aucun impact, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est que la somme des impacts soit bien sûr supérieure à la somme des inconvénients et qu'on soit capable de continuer à travailler de sorte que toute la situation puisse s'améliorer constamment. Hugues, je peux te donner un peu la parole là-dessus. Oui, brièvement, ce que je peux vous dire, vous mentionner davantage, c'est qu'il ne faut pas oublier que Laurentia, c'est un dossier qui est complexe. Mario l'a dit. On n'a jamais nié qu'il y avait des impacts sur le projet. Il en demeure pas moins que sur 20 composantes valorisées environnementales. C'est un jargon qu'on utilise évidemment dans ce milieu. Mais ce que ça veut dire, c'est que chaque composante a été étudiée. Par exemple, le bruit, la faune terrestre, tout ce qui est le milieu marin, effectivement, donc la qualité de l'air. Donc, il y en a 20 qui ont été étudiés. Il y en a 18 qui sont des impacts qui sont non significatifs aux yeux de l'agence. Donc, c'est très, très important de souligner ça. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut travailler davantage sur ce qui est de nature impact plus significatif. Comme disait Mario, ce n'est pas un refus de projet instantané. Ça nous invite tout simplement à aller plus loin à ce niveau-là. Et soyez certains d'une chose, c'est qu'à partir du moment où on va avoir une autorisation d'aller de l'avant avec ce projet-là, c'est sûr qu'on va travailler ces 2 composantes-là qui restent un peu plus significatives, donc l'environnement du poisson et aussi la qualité de l'air, pour s'assurer qu'on répond aux conditions que l'agence va émettre et que le gouvernement va émettre pour la réalisation du projet. Donc, on est confiant qu'on va trouver les solutions pour adresser ces enjeux-là et on sait que le projet va être bonifié, puis il continue à se bonifier, même si le processus avec l'agence est, somme toute, terminé à l'heure où on se parle. Merci pour votre réponse. On va rester dans tout ce qui est l'environnement. J'ai une question ici. Avec l'arrivée du projet, des dizaines de bateaux supplémentaires vont circuler sur nos berges. Il y aura certainement des règlements de notre écosystème marin, à commencer par la menace du bar rayé. Vous en avez déjà parlé. Quelles sont les mesures d'atténuation privilégiées pour l'instant? Puis que dites-vous aux gens qui sont inquiets de voir qu'il y a des espèces marines menacées? En fait, ce sont des éléments qui ont été évalués par l'agence. Quand Hugues parlait des 18 ou des 20 composantes valorisées de l'environnement, tout ça, Steve, a été regardé dans l'agence. Quand on dit qu'on a 18 sur 20 où il n'y a pas d'enjeu, où il n'y a pas d'impact significatif, ça veut dire que c'est comme, OK, on est capable d'atténuer, de régler, de gérer les impacts. Maintenant, les bateaux, tu as dit plusieurs bateaux. J'aimerais juste préciser une chose.
Le terminal de conteneurs, en fait, ce n'est pas un très gros terminal de conteneurs. Là. Si vous comparez ça à des terminaux de conteneurs comme à New York ou comme même à Vancouver, alors on parle essentiellement d'un nouveau bateau sur le Saint-Laurent par semaine. Alors, ce n'est pas des dizaines de bateaux, c'est un gros bateau qui pourrait venir au port de Québec par semaine, qui ferait, en fait, faites le calcul, c'est assez facile, 500 000 conteneurs ou 700 000 conteneurs divisé par 2, 350 000 qui arrivent, 350 000 qui sortent. Prenez un bateau de 10 12 000 conteneurs et vous allez arriver vite à un par semaine, ça fait le travail. Ce qu'on pense aussi qui va arriver, qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir des bateaux qui vont à Montréal actuellement, qu'on pourra remplir à plus pleine... Ils ne sont pas toujours remplis à pleine capacité à cause des niveaux d'eau. Donc, on sera capable... Ces mêmes bateaux-là vont déjà à Montréal. Donc, de les remplir en partance de l'Europe ou de la Méditerranée à pleine capacité, faire un petit arrêt-stop à Québec, en débarquer une partie, qui donc seraient probablement des conteneurs qui pourraient être destinés au Midwest américain qui vont partir par train, et l'inverse au retour. Donc, ramener des bateaux qui ne sont pas parfaitement remplis partance de Montréal, ils vont arrêter à Québec, vont permettre l'exportation, par exemple, de matières plus lourdes. On dit souvent au Québec, on importe léger, ce qu'il y a dans les conteneurs n'est pas pesant, mais ce qui sort du Québec est lourd. C'est beaucoup des ressources naturelles. Hein? Alors, ce qui sort est pesant, donc, belle opportunité avec notre profondeur d'eau à Québec, d'augmenter les exportations à Québec. En fait, je ne peux pas vous en parler parce que c'est confidentiel, mais on a déjà 2 projets d'exportation qui pourraient se faire à Québec à cause de Laurentia, qui ne peuvent pas se faire actuellement autrement que de se faire sur la côte est américaine. Donc, des belles opportunités de ce côté-là qu'on a avec ce projet-là. Mario, on parle de transport, d'augmentation de circulation. Vous le savez, les gens de la Basse-Ville sont inquiets au niveau de la circulation des camions, les quartiers comme Limoilou, les Mézerais. Est-ce que dans le projet, ça inclut un plan pour que l'impact de la circulation soit atténué dans ces secteurs-là? En fait, je vais juste vous montrer une chose. Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, à l'écran la voie de contournement, peut-être? Puis après ça, Hugues, je te demanderai de parler un peu plus précisément des... Alors, vous avez ici, en fait, là, ce qu'on a fait, on ne peut pas faire ça tout seul, nous autres. En fait, dire aux camions, vous allez contourner Henri Bourassa, puis vous allez passer par les autoroutes. Ça prend le gouvernement, ça prend la Ville de Québec. On n'est pas capable de légiférer, de faire des règlements pour être capable d'obliger les camions. On peut leur demander de dire volontairement, vous allez contourner, ce qu'on fait. Mais là, vous avez ici un exemple. Ce qu'on est en train de travailler avec la Ville et le gouvernement, c'est que tous les camions qui n'ont pas d'affaires à arrêter sur Henri Bourassa, ceux-là qui ne vont pas livrer de la marchandise dans ce secteur-là, pourront et devront prendre l'autoroute du Fray-Montmorency pour rejoindre la capitale pour éviter de passer directement sur Henri Bourassa. Donc ça, c'est une grosse amélioration. Une réduction significative des camions qui passeront sur Henri Bourassa. Et ça, c'est un projet qui va voir le jour. On a une belle collaboration du gouvernement et de la Ville de Québec là-dessus. Donc, ça en est un exemple concret d'une mesure d'atténuation qu'on a faite. Concernant maintenant les nombres de camions et toutes les mesures électriques, alors Hugues, je te laisse un peu parler de ton petit bébé projet d'électrification puis de nombre de camions. Oui, brièvement. Écoutez, vous avez compris que c'est un projet qui tient sur un modèle d'affaires qui est 90 par le rail. Donc, effectivement, je vais revenir sur le train tantôt rapidement. C'est 90 camions par jour ou 180 passages de camions, parce qu'on comprend qu'un camion qui rentre va sortir du port de Québec. Il ne faut jamais oublier qu'il y a 7 millions de kilomètres de moins qu'on a mentionné tantôt. Fait qu'effectivement, il y a des impacts locaux. Soit dit en passant, je vous parlais des 20 composantes valorisées environnementales. Ça n'est une, la circulation. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le ministère des Transports du Québec qui a affirmé que le projet n'avait pas d'impact significatif sur le réseau routier limitrophe. Donc, il n'y a pas d'impact de ce côté-là important. On a un bon réseau routier, autoroutier du côté de Québec. Et comme Mario le disait, si on peut éviter la circulation de transit, si on légifère, je pense que du côté des impacts du camionnage, c'est très, très limité. Maintenant, du côté du train, c'est important de dire que Laurentia, puis ça c'est une bonne nouvelle, là, il n'y a pas d'augmentation de la circulation des trains de marchandises avec l'arrivée de Laurentia. Là, les gens vont être mêlés un peu, vont dire « Oui, mais vous aviez dit qu'il y avait 2 trains de plus par jour. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation des infrastructures du côté de Beauport. Donc, la cour de triage de Beauport n'est pas appelée à évoluer ou à agrandir d'une façon importante. Ce que ça veut dire, c'est qu'opérationnellement, il y aura des mouvements au niveau des opérations de trains de marchandises, ce qui fait qu'à Québec, à Limoilou, plus précisément, ou à Beauport, il n'y aura pas plus de trains de marchandises. Donc, à terme, c'est 2 trains de plus, Laurentia, qui va générer, mais c'est 2 trains qui vont être absorbés dans les opérations ferroviaires actuelles du secteur. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Évidemment, les trains vont s'allonger. Ça va se faire sur une plus longue période. On parle d'une période de 10 ans. Donc, progressivement, les trains vont s'allonger. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y aura des nuisances
appelle ça des nuisances, c'est-à-dire sur les passages de niveau, il y aura des temps d'attente de 4 à 5 minutes de plus par rapport à la circulation qui est actuellement faite au niveau des trains, qui sont à peu près 2 fois plus petits que le plus long des trains qui va arriver en 2035. Donc, on va avoir le temps de s'opérationnaliser ou d'adapter les opérations du côté du terminal. Et pour nous, on est capable d'adresser ces enjeux-là d'une façon efficace. Merci. Je vois le temps filer, mais j'ai une dernière question rapide. Est-ce que selon toi, Mario, Laurentia est un projet qui franchit le cap de l'acceptabilité sociale? Si oui, pourquoi? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Là. Puis en fait, je pense que l'acceptabilité sociale pour nous, là, c'est un processus. C'est un processus évolutif. On a fait des centaines de rencontres depuis 10 ans là, sur ce projet-là, puis on continue d'en faire. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on en a fait énormément. Une chose est sûre. Il faut communiquer, communiquer, communiquer. On l'a fait par des rencontres citoyennes, par des dépliants qu'on a envoyés à plusieurs reprises dans les maisons, par des soirées, des journées d'information. On a présenté le projet. Et c'est jamais assez. Hein. On le sait qu'il faut en faire beaucoup. Maintenant, il y a une chose qu'il faut démêler. L'acceptabilité sociale ne veut pas dire l'unanimité sociale. Okay? L'acceptabilité sociale ne veut pas dire l'unanimité sociale. J'insiste. Pourquoi? Parce que on le sait qu'il y a un groupe de personnes qu'on n'arrivera jamais à convaincre, peu importe les arguments. Il y en a qui sont opposés pratiquement dogmatiquement contre ce projet d'expansion-là. Puis en fait, ce n'est pas à eux qu'on pense quand on pense acceptabilité sociale. On pense à l'autre pourcentage de personnes, de citoyens qui ont des vraies préoccupations, des vraies questions, puis qui veulent être rassurés. Puis c'est ces gens-là à qui on pense. Donc, quand on dit qu'on a entre 62 et 75 % d'appui pour ceux qui connaissent le projet Laurentia, c'est quand même significatif. Là. C'est solide, comme je disais dans ma présentation. Ça ne veut pas dire on n'aura jamais 100 % d'acceptabilité. Si l'acceptabilité sociale, ça veut dire 100 %, donc on ne ferait plus jamais de projet, ni au Québec, ni au Canada, ni nulle part partout. Donc, je pense qu'il faut être capable de doser ces choses-là. Puis pour nous autres, ce que ça veut dire, c'est communiquer, 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 présenter, présenter, comme je l'ai fait aujourd'hui, pour montrer que ce projet-là, c'est un bon projet vert, non seulement pour notre économie, mais aussi pour notre environnement, pour les questions tellement préoccupantes de réduction de gaz à effet de serre. Merci beaucoup. Merci de votre présence aujourd'hui, M. Paris, M. Girard. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Plaisir. Très éclairant pour nos gens, comme on dit, à la maison ou au bureau. Alors, je prends le temps aussi de remercier TACT, notre partenaire aujourd'hui, M. Luc Fortin. Merci d'avoir été avec nous. Alors, merci à tous nos membres et gens de la population d'affaires qui ont été présents avec nous. On est content de pouvoir vous informer sur les projets à venir à Québec. Nous allons sortir au courant des prochains jours notre programmation de la prochaine année, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, pour être des nôtres. Et on espère, sincèrement, tout comme vous, de pouvoir le retour du présentiel à l'automne. On se croise les doigts, mais on a hâte de vous revoir. Alors, merci d'avoir été avec nous. Bon après-midi tout le monde. Bye-bye. Merci.